vont aller chercher évidemment dans les forêts, dans le milieu naturel, donc ils vont généralement comme ça se suspendre par les pattes pour aller récupérer leurs fruits. Ça va les occuper généralement une bonne partie de leur journée. Donc nous évidemment on va leur donner aussi ces fruits au niveau de leur régime alimentaire. Et alors généralement, donc, le repas c'est le soir, on va faire un petit mélange de fruits et de légumes, parce que nos fruits sont quand même beaucoup plus sucrés que les fruits qu'on va trouver dans la nature. Donc ça permet un petit peu de réguler tout ça. Voilà, vous avez cette moitié. Alors ce sont des animaux qui vont vivre en groupe, comme la plupart des primates. Chez les varis, on aura plutôt des groupes généralement familiaux, on aura le couple avec les petits. Chez les magicata dont je vous parlais tout à l'heure, là c'est plus des grands groupes avec plusieurs mâles, plusieurs femelles. Mais dans tous les cas, chez les lémuriens, ce sont les femelles qui vont dominer, qui vont donc un petit peu plus gérer, organiser la vie du groupe. Alors qui dit vie en groupe dit aussi communication. Et alors chez les varis, on va avoir notamment une communication vocale qui est très développée. Ils vont avoir toutes sortes de cris pour communiquer. Alors des cris notamment pour prévenir de la présence de prédateurs. Ce sera des cris différents en fonction du prédateur, en fonction d'où vient le prédateur également. Après ils auront des cris un peu plus sociaux, des cris de contact. Et puis aussi un cri que vous avez peut-être entendu déjà dans le parc aujourd'hui, un cri très puissant. Alors là ils étaient prêts à le faire tout à l'heure mais ils ne l'ont pas fait. Un cri de marquage territorial, donc qui va s'entendre de très très loin. Alors quand on l'entend on a l'impression que c'est un peu une bagarre générale. Mais en fait pas du tout, chacun se met à crier dans son coin, mais juste pour dire qu'ici c'est chez eux. Donc voilà, que tout le monde le sache, quoi. Donc ça fait beaucoup de bruit. Alors ce sont malheureusement des animaux qui sont extrêmement menacés à l'heure actuelle. Tous les lémuriens sont en grand danger. Eux, les varis, sont classés en danger critique d'extinction. C'est-à-dire que c'est vraiment la dernière étape avant l'extinction dans le milieu naturel. Alors en cause notamment, ça va être la destruction de leur habitat, donc de cette forêt. Puisqu'on a une déforestation très très importante à Madagascar. Alors depuis que l'homme y a mis les pieds, il y a à peu près 1000 ans, c'est 90% de la forêt qui a disparu déjà à Madagascar. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une île, donc si pour ces espèces-là la forêt disparaît, il n'y a pas d'échappatoire. Ils sont un peu coincés malheureusement là-dessus. D'où ce déclin énorme des populations de lémuriens. Et puis l'autre souci aussi, alors ils sont protégés à Madagascar, mais souvent les populations locales n'ont pas forcément grand-chose à manger. Et ils sont encore chassés parfois pour être mangés, tout simplement par les populations locales. Alors ces déforestations, elles n'ont pas lieu qu'à Madagascar, on le sait, toutes les forêts tropicales du monde sont impactées par ces destructions. Alors pour beaucoup, c'est quand même pour répondre aux besoins des pays les plus développés dont nous faisons partie. Alors il faut savoir que si tout le monde sur la Terre consommait comme un Français, il faudrait l'équivalent de 3 planètes en termes de ressources pour pouvoir produire et distribuer à tout le monde ce qu'il demande. On n'a qu'une planète qui a des ressources limitées, évidemment. Bon, alors c'est là qu'on peut essayer de réfléchir un petit peu à notre façon de consommer, essayer de réduire un petit peu justement notre impact. Alors par exemple, peut-être en achetant un petit peu moins de choses neuves. Alors, il y a pas mal de choses qui se développent pour acheter des produits d'occasion, des vêtements, des appareils électroniques reconditionnés, des ressourceries. Enfin, il y a pas mal de choses qui nous permettent de récupérer la matière première sans aller la chercher dans la nature et puis détruire des habitats d'espèces qui sont aujourd'hui très très menacées. En tout cas, il y a toujours des petits gestes qu'on peut faire aujourd'hui donc pour essayer d'aider un petit peu toutes ces espèces. Ça nous aidera aussi par la même occasion, puisque n'oublions pas que nous sommes quand même tous liés. Est-ce que vous avez des questions, vous, sur les lémuriens? N'hésitez pas. Que des mâles. Et pourquoi? Alors autant ils sont extrêmement menacés dans leur milieu naturel, en parc zoologique, on va les retrouver assez fréquemment, et puis surtout ils font partie de ce qu'on appelle un EEP, donc c'est un programme d'élevage européen. Donc c'est-à-dire qu'il y a une personne qui travaille dans un parc en Europe, un coordinateur qui va gérer cette reproduction-là, et puis c'est lui qui décide quels animaux vont se reproduire et dans quel parc on aura de la reproduction et dans quel autre parc on aura plutôt, comme chez nous, une réserve génétique en fait. Ici, nous, c'est une réserve génétique de mâles. Donc le but de ces programmes, c'est évidemment d'éviter la consanguinité, garder un maximum de variabilité génétique au sein de l'espèce captive pour, voilà, si un jour on peut leur introduire dans la nature, qu'on n'ait pas fait n'importe quoi en captivité et qu'on ait gardé l'espèce tout à fait naturelle. Et doucement les garçons. Et alors le fait qu'on ait que des garçons, il n'y a pas de femelles, donc il n'y a pas non plus l'organisation classique. Alors est-ce que ça explique que parfois il y a des petites tensions entre nos mâles? C'est possible.
Alors c'est vrai qu'on a souvent dans l'idée que les manchots vivent là où il fait très froid, puisqu'on a souvent en tête l'image du manchot empereur qui vit en Antarctique, là où il fait quand même extrêmement froid, au pôle sud. Alors qu'en fait il existe plusieurs espèces de manchots qui vont finalement vivre sous du coup des températures assez différentes. Lui, le manchot du Cap en Afrique du Sud, on ne peut pas dire qu'il a spécialement froid, on va avoir des températures finalement assez proches de chez nous. Et puis on peut rencontrer aussi le manchot des Galapagos qui vit au niveau de l'équateur. Donc là il a même plutôt chaud ce manchot. Donc voilà, pas forcément de lien entre manchot et froid. Alors un petit mot aussi pour vous parler de la différence entre les pingouins et les manchots. Parce que très souvent on se trompe, on ne sait pas trop bien qui est qui, et puis on voit souvent des erreurs où on nous dit des choses fausses. Alors est-ce que vous avez une petite idée pour savoir à coup sûr qui est un manchot, qui est un pingouin? Alors c'est pas vraiment le pingouin, ça, je pense que tu penses au macareux, qui a le bec un peu orange comme ça. Oui, t'as une idée toi? Alors c'est pas forcément, non, c'est pas tout à fait à ça que je pense. Un oiseau ça fait quoi normalement? Enfin normalement, ça vole. Alors là la grosse différence elle est là, c'est que le pingouin est un oiseau qui vole. Le manchot que vous voyez devant vous, bah, vous voyez bien que lui il est complètement incapable de voler, il n'est pas du tout fait pour ça. Donc ça ce sera déjà la grosse indication pour savoir si c'est un manchot ou un pingouin. Notre différence aussi, c'est que les manchots, on va les retrouver... Ah bah tiens, je t'avais pas vu ça. On va les trouver uniquement les manchots au niveau de l'hémisphère sud, alors que le pingouin, le petit pingouin, qui est la seule espèce de pingouin qui existe aujourd'hui, uniquement au niveau de l'hémisphère nord. On peut même le voir au large des côtes bretonnes, par exemple, par rapport à des vols jumelles. Parce qu'en fait, ce pingouin, on ne connaît pas dans notre imaginaire, le pingouin, c'est le manchot, puisque généralement, on a une mauvaise traduction de l'anglais. Et en anglais, penguin, ça désigne les manchots. Dans la plupart des langues européennes, c'est aussi cette racine pingui quelque chose qui va désigner les manchots. Bon, maintenant en français, c'est pas comme ça. Mais, ben oui, mais je t'en ai mis par terre si tu veux. Et tu vas pas les prendre comme ça? Bah, non. Ah, bah si. Non. Donc, souvent dans les dessins animés ou les livres pour enfants, on va vous parler de pingouin, alors que vous aurez systématiquement une image d'un animal comme ça qui ne vole pas. Alors, si vous avez ça à la maison, on n'hésite pas à mettre une petite étiquette pour vous donner le nom du manchot, puisque le pingouin est un autre oiseau. Alors ces manchots, je vous disais donc qu'ils ne volent pas, mais eux ils sont vraiment très à l'aise dans l'eau. Vous en voyez quelques-uns là qui ont le courage d'aller dans l'eau pour aller manger. Et donc ils ont vraiment le corps qui est adapté pour ça. Les ailes finalement ce sont plutôt des nageoires. Ils ont les pattes palmées, le corps qui est fuselé vraiment pour la nage, et puis un plumage qui est évidemment bien imperméable et bien isolant. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont aller dans l'eau, ces manchots? Bon, ben, tout simplement, ça va être pour y trouver leur alimentation, puisqu'ils vont manger du poisson, ils sont piscivores. Oui, ben, je sais bien, mais mange partout, donc tu vas dans l'eau. Donc ils mangent des petits poissons, généralement ce sera des sardines, des anchois, des harengs. Donc plutôt des poissons qui vivent en banc, donc eux ils vont pouvoir aussi les attaquer, regrouper, ce sera plus simple. Et puis ce sera toujours des petits poissons qui vont pouvoir attraper puis avaler de toute façon directement sans avoir à s'embêter évidemment à grouper le poisson ou autre. Donc nous on va évidemment leur donner des petits poissons de ce genre. Aujourd'hui c'est du caplan, ça peut être du sprat aussi, en tout cas des petits poissons d'eau de mer. Alors ces manchots, vous le voyez aussi, vivent en groupe. Alors on parle de colonies chez les manchots. Alors ces colonies, ce sont vraiment des regroupements d'individus, il n'y a pas de hiérarchie spécialement. C'est plutôt l'unité, enfin en tout cas au niveau de ces colonies, c'est le couple. Puisque le couple, c'est très important chez les manchots. Ils vont se trouver un partenaire à partir de l'âge de la maturité sexuelle et puis ensuite ils vont rester ensemble toute leur vie. Donc on a une grande fidélité chez les manchots au niveau du couple, et puis un bon partage des tâches aussi, puisque mâles et femelles vont participer exactement de la même manière au niveau de la couvaison des œufs ou de l'élevage après du petit. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On essaie? Non mais tu vas pas y arriver comme ça? Non, oui. Et pas de différence aussi au niveau de la morphologie entre mâles et femelles. On ne pourra pas savoir comme ça en les regardant qui est un mâle qui est une femelle. Alors les mâles sont un tout petit peu plus grands, c'est pas très flagrant. Donc nous, quand on a des jeunes manchots, là, comme ce petit manchot que vous voyez là, on va en fait leur prélever quelques plumes qu'on va envoyer à un laboratoire, et eux, grâce à l'ADN présent dans la plume, ils vont pouvoir nous dire si c'est un mâle ou une femelle, grâce à cette analyse génétique. Donc je vous parle de jeunes manchots, là j'en ai un à mes pieds. Hop, ah oui, maintenant je fais les doigts. Alors vous pouvez en voir plusieurs, donc vous pouvez les repérer puisqu'ils ont un plumage qui va être un petit peu différent des adultes, vous la voyez peut-être pas très bien celle-là. Les deux qui sont au bout de la pierre là-bas, vous voyez beaucoup plus noir sur le dos, ils n'ont pas encore les bandes blanches caractéristiques des adultes sur le côté. Donc ils vont garder ce plumage de juvénile pendant à peu près 1 an, et puis après ils vont complètement muer, changer de plumage,
pour avoir le plumage des adultes caractéristique avec ces bandes blanches sur le côté. Et puis après, de toute façon, tous les ans, un manchot adulte mu renouvelle complètement son plumage. C'est très important pour eux d'avoir un plumage qui soit toujours impeccable pour rester bien isolant au niveau de l'eau et au niveau de la température aussi. Mais oui, mais tous les deux, là, je ne peux pas vous donner comme ça. Alors ça, c'est une petite jeune femelle qui a un peu de mal à manger toute seule. Donc on lui donne à manger à la main le matin. Et du coup, maintenant, aux animations, elle vient aussi voir si elle ne peut pas avoir un peu de poisson. Mais elle ne prend pas encore très très bien comme ça à la main, donc c'est dangereux pour les doigts. Ah bah c'est pas mal ça, bravo madame. Et alors, si vous regardez les manchots, ils vous paraissent tous peut-être identiques, hein, comme ça, globalement. Mais si vous les regardez bien de près, ils sont quand même tous assez différents. Si vous regardez leur ventre, hein, il est blanc, il y a des petits points noirs dessus, il n'y a jamais le même nombre de points noirs, au même emplacement. Donc voilà, ils sont vraiment tous différents. Bon, c'est quand même pas facile de les reconnaître par ce biais-là, soyons honnêtes. Alors on leur met quand même une petite bague que vous pouvez voir au niveau de l'aile. Une petite bague sur l'aile droite ou gauche, avec un numéro qui nous permettra évidemment d'avoir un suivi plus facile de nos manchots. On laisse encore un. Ouais, ben non. Alors malheureusement, ces manchots du Cap, comme beaucoup des espèces que vous avez pu voir aujourd'hui, on va pas y arriver. Ils sont extrêmement menacés aujourd'hui. Il y a un siècle, il y avait à peu près 1 million de manchots du Cap. Du côté de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils sont plus de 80 000. Donc une chute quand même assez drastique des effectifs de manchots. Pas mal de soucis pour les manchots qui sont tous liés finalement au milieu marin. Alors que ce soit les pollutions marines, on en a malheureusement tout un tas, que ce soit les pollutions chimiques, tout ce qu'on va utiliser en termes de produits chimiques sur le continent, ça finit toujours par arriver dans l'océan. Les pollutions par hydrocarbures également, marée noire ou encore les bateaux tout simplement qui vident leur cul avant de rentrer au port de manière tout à fait illégale, qui font énormément de dégâts sur toutes les espèces marines. Et puis aussi la pollution plastique. Alors, on le sait, on n'est pas sans savoir qu'il y a des continents de plastique dans l'océan. Ces plastiques qui peuvent se dégrader en petites particules et qui de toute façon sont dangereux pour les animaux qui peuvent les ingérer. Et puis l'autre gros problème aussi du manchot, c'est qu'ils trouvent de moins en moins, ah oui, non, ça c'est mon genou, de quoi se nourrir. Toi t'as de la chance, t'as du poisson là, mais je peux pas te donner. Donc tout simplement, ils ont de plus en plus de mal à trouver de poissons dans l'océan parce qu'il y a de moins en moins de vie de manière générale dans les océans. Et en cause notamment, ça va être les techniques de pêche qu'on pratique. On pratique des techniques de surpêche. Donc généralement, on va avoir des filets par exemple de plusieurs kilomètres de long qui vont ramasser un petit peu tout ce qu'ils peuvent sur leur chemin. Et souvent, il y a des poissons, des espèces qui ne nous intéressent pas ou des poissons jeunes. Donc ils sont rejetés par-dessus bord, mais qui souvent sont morts ou mourants quand ils sont relâchés. Ils ne vont pas permettre du tout de renouveler la population ou de se reproduire et de renouveler la population de poissons. Alors là encore, on a notre petite action à faire si on veut aider un petit peu toutes ces espèces-là. Bon, au niveau des pollutions, on peut tout à fait essayer de réduire un peu nos achats de produits emballés. Alors, il y a pas mal de choses qui se développent, notamment au niveau du vrac, par exemple. Non, il n'y en aura plus. Ou on peut aussi essayer de limiter un peu nos achats de bouteilles en plastique. Tout simplement, on achète une gourde, on la remplit d'eau du robinet, au moins on la garde cette gourde, on ne la jette pas à chaque fois. Ça fait un petit peu de déchets en moins. Et puis, pourquoi pas aussi au niveau du poisson qu'on va acheter pour notre propre consommation. Essayez de faire attention à la façon dont il a été pêché. Alors, il y a des labels qui existent aujourd'hui. Vous verrez notamment l'exemple du label MSC sur le petit panneau pédagogique. Donc là, ça vous indique que le poisson a été pêché de manière plus responsable, plus durable, avec des techniques de pêche beaucoup moins destructrices, plus sélectives, qui permettent du coup de laisser les jeunes poissons, par exemple, vivre leur vie et pouvoir se reproduire derrière. En tout cas, là encore, on a des petites actions à faire, donc on n'hésite pas à le faire pour aider un petit peu ce petit monde-là. Avez-vous des questions pour vous sur les manchots ?